la Séfarade. J'ai 27 ans, j'habite près de Genève, à 30 minutes de Genève, mais côté France. Avant ça, j'étais sur Lyon où j'avais une carrière d'ingénieur cadre dans le textile. Et aujourd'hui, je suis vidéaste freelance slash créateur de contenu sur Internet. Génial, le métier que tout le monde veut exercer. Alors, qu'est-ce que ça Apparemment, veut ouais. dire vidéaste? Tu peux nous décrire un petit peu ton métier? Ouais, bien sûr. Alors, vidéaste, ça peut tout et rien dire aujourd'hui. Mais moi, je suis vraiment vidéaste freelance dans le sens où je vends des prestations vidéo à des clients. Donc, dans la vidéo, tu as quatre grandes catégories où tu peux faire des vidéos de voyage, des vidéos de clips musique, de clips musicaux, du mariage ou, j'en ai oublié un corporate. Et du coup, moi, je me suis plutôt axé mariage dans un premier temps, mais là, de plus en plus, c'est dans le corporate, l'événementiel, etc. Donc voilà, ça, c'est une moitié de mon métier. Et à côté de ça, je crée du contenu, donc je monte une chaîne YouTube sur laquelle, effectivement, je crée des vidéos dans lesquelles je parle de mon chemin de créateur et notamment de cette reconversion-là. Donc, ça tombe bien qu'on se parle aujourd'hui. Génial. Et voilà, les choses prennent bien depuis maintenant, ça va faire 6 mois. Donc, il y a 6 mois, tu as jumpé, tu as fait ce qu'on appelle un switch radical sur 4 domaines différents de ta vie, à savoir, donc, tu as changé de situation familiale, tu as changé de situation géographique, tu as changé de métier et en plus de contrat pour travailler, puisque tu ne travailles plus sous le même format. C'est ça. Donc, avant de détailler un petit peu tout ça, est-ce que tu peux nous peut-être revenir un peu sur l'origine de cette envie de changement radical? Bien sûr. Alors, on va prendre la frise chronologique depuis le début. Le contexte, c'est que je suis ingénieur dans le textile. Je signe mon contrat, mon CDI en septembre 2020. Au début, ça se passe bien, etc. Bon, les années passent et en fin 2021, ça se passe pas très bien. La surcharge, le désalignement de valeurs, l'ennui aussi, tout ça se mélange. On parle de burn, brown, bore out. Il y a tout qui se mélange un petit peu. Et, euh, Est-ce que tu ouais, peux, pardon, nous donner un petit exemple de désalignement de valeurs? Qu'est-ce que ça veut ouais, bien dire? sûr. Par exemple, moi, je suis de cette génération, parce que je pense que c'est générationnel, où on travaille, on juge la qualité d'un travail sur l'efficacité et pas sur le temps passé dessus. Et moi, un des déclencheurs, ça a été le truc de c'est bien vu de rester tard au travail, quoi. Si t'as beau rester sur Facebook jusqu'à 19h30, et ben c'est bien vu, donc tout le monde le fait, tu vois. Et donc Mhm. on passe de la logique de faire bien son travail à montrer qu'on fait du travail, tu vois. Et ça a créé un désalignement total avec moi. Je te passe j'envoie des mails de façon régulière pour montrer que je suis là. Je te passe le anti-télétravail, par exemple. En bref, plein de choses sur la flexibilité, sur les conditions de travail qui n'allaient pas. Ça, c'est des alignements de valeurs. Mais sinon aussi, il y avait le fait que les tâches soient très redondantes. Hashtag Excel, hashtag réunion. Voilà, toutes ces choses-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais là, quoi? Et à côté de ça, effectivement, il y avait ce côté créateur en moi et entrepreneur qui se réveillait. Et du coup, on est en janvier 2022 où je décide de prendre sur mon CPF et je me forme à la vidéo. Euh, en même temps, en fait, je pose ma dème. Comme ça. Ça s'est pas fait sur un coup de tête parce qu'avec ma fiancée à l'époque, qui est actuellement ma femme, on a pu s'arranger dans le sens où elle a été mutée dans une autre région. Tu vois, c'est un peu la lumière au fond du tunnel. Mhm. Du coup, ça m'a permis de faire ce qu'on appelle un suivi de conjointe et donc ouverture de droit au chômage. Donc voilà, ça c'est le côté familial, c'est le désalignement avec l'entreprise. Et puis là, je me dis, ok, bah c'est mon signe quoi, c'est mon coup de pouce du destin. Je me forme à la vidéo. En mai, je, comme tu as dit, je fais tout. Comment dire? Je change tout. Je déménage, je me marie, je démissionne et je deviens entrepreneur officiellement. Et donc voilà. Je sais pas comment tu veux creuser le sujet, mais il y a on part peut-être dans tous les sens. Ouais, non, non, c'est très bien. Tu avances dans ta vie amoureuse et matrimoniale. Tu suis ta conjointe, donc ça engendre aussi le déménagement. OK. Tu comprends qu'il y a un décalage entre ta culture générationnelle et la culture de l'entreprise dans laquelle tu es en train de travailler. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie de quitter le métier de l'ingénierie, qui est quand même un métier pour lequel tu t'es formé sur plusieurs années? C'est quand même un certain engagement Mhm. personnel que de devenir ingénieur. Est-ce que tu as contemplé l'idée
de juste changer d'entreprise en restant dans l'ingénierie? Je pense que ce que j'aimais dans l'ingénierie, c'était vraiment ce côté cartésien, processé, structuré, en fait. Et ça, c'est une partie de moi. Mais il y avait aussi une partie créative qui n'arrivait pas à s'exprimer. Euh, j'ai pensé à chercher des métiers dans l'ingénierie qui utilisaient cette créativité, mais ça a toujours été bridé par la hiérarchie, par ouais, le cadre, quoi. Et donc, si au départ, je pensais que c'était propre au métier slash au salariat, je pense que le problème est plus global et j'avais besoin de goûter à ce truc entrepreneurial, ce, ce truc de liberté dont on fantasme. Et Mhm. il fallait que je passe le cap, quoi. Alors personnellement, j'ai une famille qui a toujours été entrepreneuse. Tu vois, j'ai des parents qui viennent du Laos, donc c'est des immigrés laotiens qui sont arrivés dans le pays en partant de zéro, quoi. Et donc c'est vraiment le cliché de la famille asiatique qui ouvre son restaurant, qui est traiteur sur les marchés, tu sais, qui se débrouille, quoi. Et j'ai une grande sœur aussi qui a fait des études dans le commerce international et qui a un restaurant sur Paris aujourd'hui. Enfin bon, tu vois, on a toujours cette culture de on n'a pas de boss, on sait pas ce que c'est une fiche de paye, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et je pense qu'inconsciemment, ça nourrit, ouais, ça nourrit inconscient, quoi. Et donc, fallait que je teste le salariat, qui était motivé par ce que tu parlais de culture, tu vois. C'est vraiment la maman tigre asiatique qui veut que son fils soit avocat, médecin ou ingénieur. Je suis allé au bout des choses. Je me suis rendu compte que c'est pas mon truc. Et bah, finalement, tu vois, je fais pareil que les autres de ma famille. Je me lance dans l'entrepreneuriat. D'accord. Comment ils ont pris ça, tes parents? C'est plus, c'est pas du soutien du genre ouais on croit en toi, c'est ouais t'inquiète ça va aller. Tu vois, je suis pas non plus dans une famille qui va me descendre, qui va me dire non ça va pas marcher et tout ça, mais je suis pas dans une famille qui va me soutenir à 3000%. C'est vraiment on te fait confiance, vas-y quoi. Et ce Hmm. qui est très suffisant. Ok. Et pour ta femme, est-ce qu'il y a eu une réaction sur des choix professionnels? Ouais, bien sûr, on a beaucoup parlé. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle aussi s'est lancée en entrepreneuriat parce qu'elle est sage-femme. Donc, elle est passée de sage-femme en hôpital public. Donc, je te refais pas l'épisode, mais en 2021, le Covid, tout ça, elle a morflé, quoi. Et donc, Hmm. elle aussi avait besoin de se retrouver et de créer un peu un mode de vie dans lequel elle se retrouve. Et donc, maintenant, elle est sage-femme, mais libérale. Et donc, elle a son cabinet, etc. La chance qu'on a, entre guillemets, c'est que c'est un désert médical ici, dans le pays de Gex, donc dans le 01. Et donc, elle, ça marche assez bien. Et du coup, on va pas se mentir, hein, je suis très transparent par rapport à ça. Je m'appuie énormément sur elle pour vivre et pour construire mon entreprise. Parce que, ouais, encore une fois, ça fait 5-6 mois que j'existe en tant qu'auto-entreprise. Et s'il y avait pas tout ça, clairement, ce serait compliqué, quoi. Parce que c'est important de le dire, ça prend quelques mois avant qu'une entreprise soit rentable. Ce n'est pas Euh, le cas encore. Au bout de 6 mois, c'est pas encore le cas. Par rapport à ta courbe de progression, tu as espoir de devenir rentable à partir de quand à peu près? Et bah, tu vois, c'est drôle parce que c'est un défi que je me suis lancé et que je documente sur YouTube, justement. Et je me dis, j'ai donné à mon audience un défi d'1 an, de juin 2022 à juin 2023, où je vivrai de mes créations. Et donc, ouais, si je devais mettre une deadline, ce serait juin 2023. Si vraiment je vois que ça marche pas du tout et qu'il n'y a pas de traction ou quoi que ce soit, ouais, effectivement, je vais rechercher un travail plus conventionnel. Ok, Mais de ce que je vois là, ça va. Je me fais pas trop d'inquiétude. génial. Génial, donc on pourra te suivre sur YouTube Carrément. pour avoir plus de détails justement si on a ce genre de questions. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'informations sur le burn-out? Comment est-ce que toi tu le définis? Comment est-ce que toi tu le reconnais? Est-ce qu'il y a des trucs à savoir pour s'en prémunir, pour le reconnaître chez un collègue, chez soi-même? C'est drôle parce que j'ai été vachement formé au burn-out. C'est-à-dire que je m'entourais de gens qui avaient fait ce pas, travail conventionnel vers l'entrepreneuriat. Et je sais pas, je te dis des stats à la volée comme ça, mais genre 80% des gens, ils passent par un épisode d'épuisement physique et émotionnel au travail. Et donc je savais que c'était en train de m'arriver, mais je le niais, tu vois. Et donc il y a cette dissonance, il y a ce désalignement entre ce que tu vis et ce que tu te dis. Et en fait, ça, je pense que c'est un des premiers symptômes. Même en le sachant, j'ai toujours nié. Je me suis dit, non, t'inquiète, Nico, c'est normal. Dors peu, mange mal, quitte le travail tard, réveille-toi tôt. Enfin, tu vois, des trucs un peu, ouais, pas très sains quand tu y repenses a posteriori. Et donc ça, c'est la première chose, c'est que, ouais, on s'écoute pas, quoi.
Je pense que quand on a la tête dans le guidon, on s'écoute pas assez et ça peut être dangereux. Moi, clairement, les premiers gros signes, c'était les crises d'angoisse. Ça se matérialise vraiment là, on se parle, on est en visio. Je t'écris un mail, ça explose, quoi. Donc là, tu sais pas trop ce qui se passe. J'en ai jamais fait de ma vie et je suis plutôt quelqu'un de calme en temps général, en temps général. Euh, Sujet au stress, certes, mais toujours capable de me raisonner, etc. Mais là, quand tu es vraiment en pleine explosion, tu contrôles rien. Et je sais qu'il y en a qui ils poussent le bouchon encore plus long, qui arrivent même pas à se lever le matin, quoi. Moi, j'ai arrêté avant. Et donc, tu me parlais de prévenir ça. Moi, très vite, je suis allé voir une psy, hein, clairement. Je j'ai aucune honte à dire ça. Je pense qu'il faut vraiment déconstruire tout ça et arrêter avec ce truc de les psys, c'est pour les fous, etc. Faut essayer de s'éduquer et petit à petit, on en parle. Tu vois, le mot burn-out, je me le refusais et c'est ma psy qui m'a forcé à me l'approprier. Et c'est comme ça qu'en fait, tu déconstruis le truc et tu relativises, tu dis, OK, voilà, reprends les choses en main, quoi. Hmm. Voilà. C'est un peu flou parce que c'était il y a même pas un an. Enfin, c'était il y a un an, clairement. Et donc, ouais. Est-ce que tu penses que en réajustant certains éléments de ta vie à ce poste-là, tu aurais pu ne pas vivre un burn-out? Est-ce que tu penses que c'est le poste qui est designé pour fabriquer des burn-out ou une autre personne au même poste le vivrait différemment? Euh, il y a plusieurs questions, donc plusieurs réponses. Je pense effectivement que si c'était un autre candidat au poste, il aurait beaucoup mieux géré que moi. Euh, Ce qui est drôle, c'est que mon successeur, du coup, n'a pas réussi à suivre. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je pense qu'il y a le design du poste, effectivement, joue beaucoup. C'est-à-dire que les entreprises qui ne prennent pas ce virage qu'on vit actuellement ou qu'on vit depuis 5 ans, tout ce qui est flexibilité, tout ce qui est, en fait, le rapport au travail est tellement changeant et si tu t'adaptes pas à tes candidats, bah, tu fonces dans le mur. Mais après, moi, en tout cas, a posteriori, je dirais que je devais vivre ce burn-out. C'est-à-dire que on vit des tranches de vie et si ce burn-out est la porte par laquelle je passe pour vivre ce que je vis aujourd'hui, là où je suis très heureux et aligné dans mon travail, et bah tant mieux quoi, tu vois. C'est horrible de dire ça, mais ouais, je suis content de l'avoir fait ce burn-out. Et alors, est-ce qu'on peut soigner un burn-out? Comment on en sort? Qu'est-ce qui se passe après avoir posé le diagnostic? Enfin, et qui pose le diagnostic? C'est la psy, hein. C'est la psychologue qui pose le diagnostic et effectivement, ils te diront de prendre du temps pour toi. C'est pour ça que tout le monde se met en arrêt maladie. En bref, ça tu connais. Mais je pense que la première chose à faire, il y a un livre que j'ai lu qui m'a complètement changé dans cette période, c'est Lost Connection de Johann Hari. Tu mettras dans la description s'il faut Ok. la ressource. Mais ce livre, il te dit que tout ce qui est antidépresseur, tout ça, pharmaceutique, c'est tout un lobby déjà. Il y a tout un mythe qui se casse, tu vois. Moi, j'ai jamais touché à ça, tu vois, mais tu comprends que tout ce qui est ouais, antidépresseur, dopamine en pilule, etc., c'est que passager. Mais en fait, des choses simples, mais se reconnecter à la connaissance de soi, la reconnexion à la nature, à la respiration, à la méditation, à la gratitude, des choses comme ça. C'est ça qui m'a sorti du burn-out. Et aujourd'hui, je suis tellement éduqué sur la santé mentale grâce à ça que c'est pour ça que je te dis que je regrette pas et que je suis presque content de l'avoir fait. Ok, donc qu'est-ce que tu as mis en place du coup dans ton quotidien pour pas repartir là-bas? Beaucoup de gratitude. Ça fait plus d'1 an que tous les jours je m'écris. Soit je m'envoie un mail ou soit je m'écris des petites notes dans le téléphone. Non seulement pour poser des jalons, c'est-à-dire pour savoir d'où est-ce que je viens, tu vois. Si je te reprends une note, là, il y a pas longtemps, mais fin octobre 2021, je le disais clairement, j'en peux plus, fais quelque chose. Tu vois, je me parle, je me dis, Nico, il faut que tu partes, prends ta vie en main. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire, vraiment. Comme quoi, il y a du chemin. Donc ça, c'est la gratitude, mais aussi la méditation où je prends 7 minutes par jour. Voilà, on a tous 7 minutes par jour, que ce soit au matin ou avant de dormir. Mais là, pour juste faire des respirations carrées, c'est voilà, juste retravailler le souffle et la respiration parce que il y a que ça en fait quand on stresse, on sent très bien qu'on a le souffle coupé, mais quand on reprend le contrôle et qu'on respire avec plus d'intention, là tout, tu vois, t'évites que les choses s'emballent
Et moi, ça fait très longtemps que je me suis pas énervé ou stressé pour une situation grâce à ça. Ok. Bah, du coup, petit bonus, tu nous expliques la respiration carrée? Très, très simple. C'est inspirer sur 4 secondes. En fait, il faut s'imaginer un carré où les côtés opposés, c'est une face, une inspiration 4 secondes, blocage 4 secondes, expiration 4 secondes, blocage 4 secondes, et tu répètes. Tu répètes ça et au début, c'est très bizarre. On a tendance à manquer de souffle, mais très vite, on s'y fait et ça permet d'apaiser un peu ton mental surtout, plus que ton corps. C'est, ouais, te reposer, passer du temps avec soi. J'ai remarqué que, tu vois, j'en parle de plus en plus autour de moi et en fait, on est très peu à passer du temps avec soi, quoi. On est tout le temps dans le travail, on est tout le temps avec les proches, on est tout le temps sur son téléphone et tout. On passe très peu de temps avec soi. Et je pense que quand tu reconnectes avec toi, tu brilles, quoi. Merci pour ces conseils et puis pour Mais de ton, rien. ton témoignage. Peut-être pour finir, est-ce que tu as une anecdote? Pour faire ce genre de jump, moi, ce qui m'a aidé, c'est l'entourage. On pourrait croire que je me suis jeté dans le vide comme ça, tout seul dans mon coin. Mais en fait, c'est en s'entourant de personnes qui ont fait ce chemin, qui, qui motivent en fait tout ça. Et moi, des créateurs, je les ai rencontrés sur Internet, enfin, dans des comités privés. Il faut toujours être curieux et se poser des questions, tu vois. Si on sent qu'on n'est pas à l'aise ou on n'est pas aligné avec ce qu'on vit aujourd'hui, il y a forcément des gens autour de soi, sur Instagram ou j'en sais rien, sur YouTube, qui sont passés par là. Et de connexion en connexion, tu alimentes, tu refais ton entourage, tu alimentes ton nouvel environnement et puis après, tu passes le cap. Merci Nico. Donc, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube. Comment elle Ouais, s'appelle? Nico Sefarat, c'est mon nom. Et ouais, les choses prennent très vite, donc je suis très très content de ce que je suis en train de construire sur YouTube. Génial. Bon, on mettra les liens en description de l'épisode. Et merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi aussi. À bientôt.